Voilà, délégué absent. عنده réunion. Réunion. Normalement, il n'y a pas de réunion lors des cours. Hein? Mais quand je suis souris, donc directement on fait passer maintenant. Donc, le cours des infections respiratoires aiguës, donc on va voir deux grands chapitres. Un chapitre qui ne va pas être abordé, pas du tout par la pneumo, ça va être l'oral. D'accord. Donc, dans les infections respiratoires aiguës, vous avez deux types. Il y a les infections respiratoires hautes et les infections respiratoires basses. Donc, ce qui va être abordé en pneumo, ça va être le côté basique. Donc, tout ce qui est nul à trachée, trachite, bronchite, pneumonie, bronchopneumonie, bronchiolite, d'accord. Donc, ça va être tout ce qui est inférieur à la glotte. Tout ce qui est supérieur à la glotte, ça va être donc fait par l'oral. Donc, on ne va pas les aborder, sinon on fera 6 à 7 heures, d'accord. Donc, parmi les buts qui ont été tracés pour les externes, pour les cours d'année externes, pour cette année, parce qu'il y a eu quand même un changement, c'est de connaître un petit peu l'épidémie. Donc pour les gens qui préparent les examens des IDANA et tout, donc il faut quand même dire que vous êtes épidémiaux. Maintenant avec les épidémies, avec les maladies émergentes et tout, donc ils ont repris le volet épidémiologie. D'accord. Là, on ne va pas vous dire qu'il me faut apprendre, par cœur, à 100%, à 20%, parce que vous allez trouver des variabilités. Alors, par exemple, 50% les pneumopathies, je vais adopter le 45, le 60, parce que les études, même je peux le kiffer, et en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité entre un pays et un pays, etc. Donc, c'est-à-dire le chiffre, il faut prendre approximatif. C'est pour ça qu'on veut à peu près, c'est-à-dire de 40 à 50, de 30 à 60, d'accord. Donc là, je vous donne juste c'est-à-dire comment apprendre, d'accord. Donc, il faut reconnaître l'épidémiologie des infections respiratoires. Le deuxième élément qui a été marqué dans le but, c'est le cours là, c'est de connaître les germes, c'est-à-dire la bactérie. Alors, ils ont mis Hadou parce que les gens ils prescrivent les antibiotiques de manière inadéquate. Et ils veulent mettre de l'ordre, puis la prescription médicale, surtout pour les antibiotiques. Parce que les gens font beaucoup d'associations qui sont inutiles. Et donc, puis les cours des infections respiratoires, quand on connaît le germe, on va connaître les caractéristiques les plus importantes de chaque germe. Et ces caractéristiques, c'est-à-dire sans aller faire, par exemple, la culture ou la recherche bactériologique, voilà, on va avoir une orientation. Et l'orientation vers le germe va nous orienter automatiquement vers l'antibiotique. Donc ça, c'était le deuxième volet. Le troisième volet plus important, là aussi je ne l'ai pas trop abordé, parce qu'on a fait 2 cours en plus, c'est savoir quand le malade va être orienté vers un service de réanimation, où là je peux le traiter en ambulatoire, c'est-à-dire dans les pas, pneumopathie communautaire, où là il va, c'est-à-dire dans un service simple, pneumo, infectieux, etc. Donc l'étudiant doit savoir faire la part des choses en présence d'un malade. Est-ce que c'est un malade grave que je dois orienter directement en soins intensifs? Est-ce que c'est un malade qui risque de s'aggraver, donc qui doit être hospitalisé en pneumo ou infectieux? Ou là c'est un malade qui ne pose pas de problème, donc je peux lui prescrire un antibiotique et le revoir après 48 à 72 heures. D'accord. Enfin, le 4e chapitre, c'est-à-dire dans le but, les traitements, les objectifs, le cours là, ça va être les traitements. Quand donner un anxiolyte, quand donner une bêta-lactamine, la céphalosporine, et quand ne rien donner. Quand les éléments sont en faveur d'une violence. D'accord. Donc, on va commencer par dans tout ce qui est épidémiologie. Donc, il faut savoir que les infections respiratoires aiguës sont responsables de à peu près 4 millions de décès à travers le monde. 4 millions, donc vous pouvez trouver plus, vous pouvez trouver un petit peu moins. Donc, les décès, c'est-à-dire au cours de l'infection respiratoire, ils sont beaucoup plus dus aux infections respiratoires basses que hautes. Et la fréquence qu'elle est haute, elle est plus importante. Donc, on a plus de sinusite, de laryngite, de pharyngite, etc., que de bronchite.
bronchite, de pneumonie, et on va voir. Donc il y a plus de hop que de base. Les infections respiratoires donc, sont une cause de mortalité très importante, surtout dans les extrêmes de l'âge. Vous avez les enfants et les sujets très âgés. Donc à un moment, ils font beaucoup de gravité. Et chez les enfants, les infections respiratoires aiguës, surtout les pneumonies, sont la première cause de mortalité. Ben là, ils l'ont mis, l'OMS, elle les a mis en deuxième position. Donc elle est en première position, maintenant elle est classée en deuxième position, malgré que 20% des mortalités infantile, elle est due à une infection respiratoire. D'accord? Donc, retenez que les infections respiratoires sont graves chez les sujets très jeunes, et une cause de mortalité très importante, et ils sont très graves chez les sujets âgés parce qu'ils ont beaucoup de comorbidités. L'âge et les comorbidités. Comme vous avez déjà le cours de la PFLA, on vous a dit que les pneumopathies bactériennes la plus fréquente, c'est la très bien, c'est le streptocoque pneumonie. Donc, toute infection respiratoire basse, on doit mettre dans, c'est-à-dire les antibiotiques pour couvrir les gènes des streptocoques pneumonie. Et je dois le couvrir. Maintenant, on va voir l'antibiotique le plus probable, c'est l'amoxicilline ou l'adromazone, selon le terrain. Bon. Il faut toujours aller rechercher donc l'intérêt, donc le malage, les comorbidités, etc. Donc les gens font beaucoup plus d'infections respiratoires hautes. Tout le monde fait des infections respiratoires hautes, mais rarement des infections respiratoires basses. Pourquoi? Parce que qu'il y a une limite, il y a la glotte qui sépare. D'ailleurs, tout ce qui est susglottique, on peut trouver déjà un gros morceau, c'est-à-dire la flore commensale. Et la flore commensale, elle est riche en bactéries. Mais à partir d'une toute la glotte, normalement c'est stérile. On peut faire des pneumopathies d'inhalation d'air. D'accord? Donc c'est le passage des bactéries commensales de la flore, c'est-à-dire susglottique, elle peut aller au niveau, c'est-à-dire pulmonaire, la glotte. Et là, il trouve les éléments de défense. Si les éléments de défense là sont efficaces, donc le malade, enfin, on ne va pas dire le malade, le sujet, il va se défendre et il ne va pas faire d'infection. Si par contre, il y a des anomalies, à n'importe quel niveau de l'immunité, là, où laquelle il y a une autre pathologie, c'est-à-dire immunodépressive, là, le malade va faire une pneumonie. Donc, on ne fait pas une pneumonie gratuitement. Si vous avez un patient qui fait une pneumonie, vous recherchez un terme. Là, ça sera intervenir. Donc, le traitement de la probabiliste, il doit toujours couvrir le pneumocoque. Donc, pour la définition des infections respiratoires, donc tout ce qui est sus, vous avez le début de la trachée, foie gras, c'est le larynx, le pharynx, le nasopharynx, le sinus vena, l'oreille. Donc, tout ce qui est sinusite, tout ce qui est otite, tout ce qui est pharyngite, laryngite, tout ça, c'est des infections respiratoires fortes, susglottiques. Mais donc, plus la trachée, on voit plus d'identité. Trachéite, bronchite, des branches, c'est bronchite, bronchiole, c'est bronchiolite, bronchopneumonie, quand c'est associé. C'est-à-dire, il y a une atteinte bronchique et en même temps parenchymateuse. Ou la pneumonie, ça, c'est le parenchyme, c'est-à-dire, c'est les alvéoles. Donc, les branches ne sont pas atteintes. Voilà. Donc la transmission, bien sûr, puisque c'est une infection respiratoire, et donc automatiquement la transmission elle est le plus souvent de manière directe, par voie aérienne, qui m'a tout dit, en toussant, en éternuant. Donc on va faire un petit nuage qui va donc contenir des bactéries ou des virus. Et le sujet qui est en contact, il va inhaler. Donc on fait des pneumopathies parce qu'on va inhaler beaucoup plus des bactéries ou des virus. Rarement on fait des pneumonies ou des pneumopathies par voie générale, c'est-à-dire par voie sanguine. Ça, c'est dans le cas septicémique, qui m'a par exemple la staphylococcie, qui est la plus fréquente. Donc, l'année de une voie cutanée, par exemple, un diabétique, là, il y a un passage sanguin, et ça va donc aller dans le sang et se localiser à n'importe quel organe. Ça peut être le cerveau, le poumon, etc. D'accord? Donc, mais retenez que la voie la plus fréquente, qui m'a pour les virus, toutes les pneumopathies, c'est la voie inhalée. Maintenant, pour le deuxième chapitre
Donc, plutôt le premier chapitre, c'est l'épidémiologie, donc c'est juste des petites définitions. On va voir un petit peu les micro-organismes incriminés. On va voir d'autres exemples. Vous avez fait le streptocoque pneumoniae. comme الكوكسي etc. et tout ça, donc, ou la lame. Donc, c'est des coccyx qui vous coccyx, c'est quelque chose qui est grand comme ça. Très bien. Donc, c'est des coccyx gram-positifs, donc c'est la coloration gram-positive. Ils sont encapsulés, c'est des germes des capsules, c'est pas comme le virus. Ils sont regroupés en diplocoques, si vous voulez, en deux microscopes, et au début de la semaine, je sais pas là, 110 diplocoques, ou là en chaînette, il y en a plusieurs, c'est-à-dire avec les deux, ils sont plusieurs, ça peut donner des chaînettes, que je vous montre des microscopes. La coloration gram-positive, donc c'est bien rouge, la coloration gram-positive, on les vend en rouge. Ils sont commensaux et voies aériennes supérieures, qui sont de donc ils existent. Si on fait par exemple un prélèvement avec un leucovionnage au niveau de l'oropharynx, on va trouver du streptocoque. Si le malade il n'a pas de symptômes, il ne faut pas s'inquiéter et aller traiter. D'accord? On ne traite jamais un symptôme. On ne traite jamais une maladie. On traite un malade. Mettez ça dans la tête. D'accord? Parce qu'il y a des radios qui ont la même tâche pour faire un cancer. Des tâches, c'est-à-dire anciennes, etc. Non. Il y a par exemple l'UV, c'est un petit peu accéléré. Il y a des problèmes de la peau, il y a beaucoup de choses. Donc on ne traite jamais un examen clinique. On traite un malade. C'est-à-dire que c'est un malade un peu des symptômes. Okay? Des pathologies qui n'ont fait le dépistage, mais il est bien codifié. D'accord? Donc il existe ici, donc si on fait un ECBC, est-ce que vous le trouvez ou là non? Étude cytobactériologique des crachats. On peut le trouver. On peut le trouver. L'anacribolo commensal, il y a la quantité de mais chaque compliqué là déjà. D'accord? Donc là, il faut aller le pourcentage et le patient il est asymptomatique. La radio est donc le malade il n'a aucun symptôme, donc c'est un germe commensal. Il n'a aucun symptôme. Au contraire, ils sont là pour nous protéger des germes. Mais si je fais un prélèvement protégé, on perd endoscopie. Les prélèvements protégés, une endoscopie, on perd l'action d'aller pour qui nous sauve l'endroit, mais à condition qu'il y ait une image. Qui nous sauve l'endroit de l'image, c'est-à-dire de s'agir j'aspire sur place, donc directement le poumon. Coup bien positif, est-ce que je dis les pathologies pour la commencer? Très bien, il y a pathologie. Parce que, il ne doit pas exister, deux, c'est un prélèvement protégé. Quand le prélèvement n'est pas protégé, les malades peuvent inhaler. Surtout le soir, surtout les malades qui ont des problèmes digestifs, qui manière par exemple le reflux, les enfants, les patients qui font des épilepsies, des micro-inhalations. Ça fait tout ce qui est c'est-à-dire gastrique, tout ce qui est dans l'oropharynx, qui peut passer à travers la glande lors du poumon. Et quand on fait une aspiration, on peut trouver des pneumopathies, ce qu'on appelle les pneumopathies d'inhalation. Voilà, donc le pneumocoque, si vous le trouvez, on ne peut pas être c'est lui, mais on doit le trouver. Si vous le trouvez en bas avec une image, il faut traiter comme tel, lui, il est positif. D'accord? Il n'est pas positif. Le deuxième germe, c'est les Legionella pneumophilia. Qui est le pneumo, c'est-à-dire le poumon, toujours. Donc c'est un germe gram négatif, c'est un germe intracellulaire. Pendant que la pneumonie, on a partagé, ils ont dû partager, je ne sais pas comment ils ont fait les cours, en pneumopathie typique et atypique. La division elle est un petit peu élevée pour la délaisse. Mais là, je la trouve pratique quand même. Je la trouve pratique dans le sens où elle va nous permettre de traiter. Et c'est des tableaux qui sont bien, qui me veulent codifier. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu de quel germe il s'agit, en même temps quel antibiotique donner. Mais quand il délivre, non, pour faire la classification, il faut l'abandonner. Donc il ne faut pas être choqué si vous trouvez, vous trouvez autre chose. C'est très ancien la classification. Donc tout ce qui est légionnaire, généralement on les classe à les pneumopathies atypiques.
tout ce qui est intracellulaire donne généralement des tableaux atypiques par rapport à la pneumonie. Là, il y a la PMLA qui est la forme typique. Sur le tableau TAHA, il est tellement typique que il y a la pneumonie. Ou lui, mais j'ai la sound atypique. Donc les légionnaires, là aussi, c'est des grammes négatifs, c'est un VGN. Et ils sont intracellulaires facultatifs. Pourquoi facultatifs? Parce qu'ils se divisent à la surface des cellules. Pas forcément à l'intérieur de la cellule. Par exemple, qui m'a le virus, il doit se diviser à l'intérieur de la cellule. Donc, il laisse un récepteur, ou il trouve à travers le récepteur parce qu'il n'a pas de noyau. Là, dans le noyau, comme ça, il est facultatif, il goûte comme strict. Ça fait intracellulaire strict, mais à l'aide obligatoire. Qui goûte facultatif, ça fait qu'il préfère, il trouve la cellule. Mais s'il ne trouve pas, par exemple, il y a des éléments d'immunité, il peut se multiplier à la surface. C'est pour ça qu'on le facultatif. Voilà. Donc le réservoir hydrotellurique, hydro, ça fait, c'est de l'eau, tellurique, c'est la terre. Donc il se multiplie donc, à l'intérieur des amis, et le climat. Vous l'avez à la etc. Au climat, tout ce qui est hydrique, c'est surtout, vous le trouvez qui met le chauffage. Là où l'eau il stade un petit peu. Hein. C'est là où l'eau il stade, les chauffagistes, j'ai vu des par exemple, des robinets. Vous voyez que les gens qui font des entretiens, ils font beaucoup de légionellose. D'ailleurs, vous voyez la classe comme une maladie professionnelle. Par exemple, le chauffage d'air ou la chauffe d'air, ils rejoignent les légionnaires, ils peuvent les inhaler. Donc, on peut classer les légionelloses comme maladie professionnelle. Donc, c'est déjà grave négatif, intracellulaire facultatif. Ils sont surtout dans l'eau et tout ce qui est terre. Retenez par exemple les mêmes membres, les retenez, c'est le hamam aussi. Donc là aussi, parce que le hamam, il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de moyens de chauffage. Vous avez les chaudières, les chauffages, etc. Retenez les éléments. Il dit qu'un malade, par exemple, il veut faire le hamam, on a il faut mettre dans la tête que ça peut être des légionelloses, c'est juste pour adapter votre antibiotique. Vous avez les coxiella burnétiennement, ils sont beaucoup plus rares, nous devons surtout des gens, des éleveurs. Voilà, parce qu'il y a c'est les bétails, il y a les tigres, il y a les vont donc piquer avec le bétail, ils vont piquer des éleveurs à l'eau, donc ça donne des tableaux de pneumopathie chronique, mais nous qui par exemple le etc. Pensez au coxiella burnéti. Maintenant, les modes de transmission la plus fréquente dans une c'est aérienne, donc aérosol, contamination. Surtout les coxiella burnéti peuvent être transmises directement. En contact avec le bétail. Peut-être indirect, d'accord? C'est à travers l'ingestion des produits laitiers d'un animal qui est contaminé. Donc c'est comme la brucellose, très bien, elle peut être transmise par le lait. Bien sûr, vous avez transplacentaire, sexuelle et post-transfusionnelle et même percutaneelle. Donc si elle trouve une lésion, on peut pénétrer. Les mycoplasmes pneumonia, là aussi c'est le deuxième germe après le pneumocoque qui est responsable des vagues. Les pneumopathies et les communautaires. Donc les premiers, c'est le streptocoque pneumonia, le deuxième c'est le mycoplasme. Atypique, très bien. Donc nous avons un tableau typique, vous allez maintenant un tableau atypique. Donc là on est en train de faire une petite révision. D'accord? Donc ça nous donne un tableau atypique, c'est une bactérie intracellulaire, transmission, elle est interhumaine, elle est responsable de micro-épidémies dans les collectivités, donc elle atteint surtout les sujets de plus de 40 ans. Je vais vous publier un mycoplasme pneumonia, mais par exemple, plus de grippe. Ça se transmet d'une petite collectivité. Par exemple, le numéro 1 et le numéro 2. Ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. Donc, d'où le tableau que je vous viral. C'est pour ça que je me atypique. Je vous des virus. Et tout ce qui est atypique, ça donne des signes extra-respiratoires. Ça peut donner des troubles neurologiques, des troubles hépatiques, des méningites, etc. Rénaux. Donc, vous avez des atypiques, beaucoup de signes extra-thoraciques. Vous avez les chlamydia là, ça devient un petit peu là aussi un peu fréquent parce qu'il y a beaucoup de jeunes éleveurs.
les perruches, les perroquets, etc., des oiseaux. Hein. Les déjections des oiseaux, donc des bactéries. Et on a des chlamydia. Et comme c'est-à-dire que les jeunes, généralement, ils nettoient les cages ou là, donc toute la poussière. Avec la poussière qui a des chlamydia. Ils vont les inhaler. Donc, pour les gens qui ont des perroquets ou des perruches là, quand vous nettoyez la cage, mettez une bavette. D'accord, mettez une bavette et ça aide les chlamydia, ça donne des pneumopathies très lentes. Et elle peut donner même des pneumopathies d'hypersensibilité. Une pneumopathie d'hypersensibilité parce qu'il y a des gens, l'infection directement de la bactérie, et il y a des déjections de l'oiseau. Donc là, vous avez des pneumopathies d'hypersensibilité. Pour l'hassassia, avec l'hassassia, ça prendra des années. Et elle peut aboutir à une fibrose pulmonaire. Très grave, hein, fibrose pulmonaire. Vous avez donc les autres, vous avez l'hémophilus influenzae, là aussi c'est un germe intracellulaire. Mais surtout là, il y a des malades, les BPCO, les bronchites chroniques. C'est un germe de surinfection. Généralement, quand les malades font des infections virales, le germe le plus fréquent des BPCO, les gens qui ont des anomalies au niveau de l'arbre bronchique, c'est l'hémophilus influenzae. Vous avez le staph aureus. Le staph, généralement, on va voir là, c'est généralement, c'est un sujet soit diabétique, soit indépendant, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée. Rarement, le staph est directement par inhalation. Le plus souvent, c'est percutané. On l'a directement à travers le sang, dans le cadre du septicémie. On va voir les dates. Vous avez les autres virus, bien sûr, le SARS, la grippe saisonnière, aviaire, les poulets, les poules, etc. Le VRS, virus respiratoire syncytial, et les paramyxovirus, et bien sûr, donc les pneumopathies, vous pouvez avoir des bactéries typiques, des bactéries intracellulaires, extracellulaires, des virus ou des atypiques. Le cumulo atypique et typique. Typique, c'est la pneumonie, et atypique, c'est tous les autres germes, surtout en multiplication intracellulaire. D'accord? Donc, l'épidémie, ce qui est bactérien, du truc, c'est l'épidémie. Normalement, c'est doué. Donc, là, on ne va pas trop insister, mais il faut que voir un petit peu l'épidémie. Oui. C'est juste. Elle n'est pas intérimaire parce qu'elle n'est pas directe. Elle est indirecte. C'est-à-dire, par exemple, elle a la légion des autres, que la petite, par exemple, chauffage. Tu n'as pas de médicité. La petite traite du chauffage, tu as une pas directement. Tout simplement. Là, donc, vous avez des incidences, je n'aime pas tout ce qui est chiffres. L'essentiel, il faut retenir que l'infection pneumocoque, c'est la première. Responsable d'Alibad, 30 à 60%. Que la mortalité, elle est très importante, de 10 à 30%, surtout quand il y a des facteurs de risque, ça va aggraver. Et qu'il y a eu beaucoup, surtout avec l'enfant, il y a beaucoup de mortalité, vous pouvez voir les chiffres. Et qu'actuellement, avec les 10 années on a tendance à avoir beaucoup d'épidémies. Il prévoit donc à l'OMS qu'il va y avoir beaucoup d'épidémies. Et d'ailleurs, on est en train d'essayer de créer des services de maladies émergentes et réémergentes. Et là, parce que l'utilisation des épidémies, l'avènement des antibiotiques, et là, on commence à, je trouve, les années 2000, par exemple, l'année 2003, il y a eu plusieurs épidémies dans le Covid. Chaque 3-4 ans, on a une épidémie. Heureusement, qu'elles ont été, qui me disent qu'il elle était vraiment grave. C'était la période du pèlerinage. Les géomètres, directement la pneumonie, carrément. Et on a fait vraiment plus des méthodes de prévention que le Covid. On a fait sortir tous les malades pour ne laisser que les malades le SARS. Il y avait, c'est-à-dire on n'avait même pas de PCR.
c'était juste Alger, je t'ai marqué le PCR au Tarja, il faut attendre 15 jours de maladie. Donc on était obligé de traiter, de ne pas attendre. Ou l'autre de la même demandé, je même pas. C'était le tableau clinique. On traitait sur des tableaux cliniques. Donc vous voyez, il y a des années, il y a beaucoup d'épidémies. On a tendance à avoir beaucoup d'épidémies et prévoir que l'OMS, dorénavant, il va y avoir encore beaucoup d'épidémies. Bon, est-ce qu'on t'a rappelé ou l'a fait ça? On sait rien. Il y a beaucoup de polémiques avec Traf, Facebook, etc. Donc, واحد يقول لك اليهود واحد يقول لك etc. On ne sait pas. Hein. Mais sur le plan scientifique, je pense que c'est naturel parce qu'il y a eu beaucoup d'épidémies, même depuis. L'épidémie de la grippe espagnole, etc. C'était 40 millions ou plus. Hein. Voilà, donc un mot sur l'Algérie. On vous demande de voir un petit peu dans le monde et dans l'Algérie. Malheureusement, dans l'Algérie, on n'a pas beaucoup d'études vraiment consistantes. Mais on a des idées. Hein. On a des idées. C'est-à-dire ces dernières années, de 90, il y a plus de jeunes, il y a plus de contacts, etc. Donc, les infections, ils ont tendance à se transmettre plus rapidement. Surtout les jeunes, ils ont un stade, donc il n'y avait pas beaucoup de mobilisation. Donc on a tendance à avoir donc, des infections des jeunes beaucoup plus, et les jeunes ont moins des vecteurs de transmission. Un jeune qui m'a dit que le Covid, il faut généralement les jeunes ils voient, parce que l'eau ils sentent bien, mais ses parents ils vont payer, etc. C'est la même chose. Et donc, l'étude la plus c'est-à-dire récente liée à l'approche pratique de la santé respiratoire en Algérie, ils ont trouvé que le motif de consultation le plus important toutes les polycliniques, les hôpitaux, les cabinets, etc., c'était le motif pulmonaire. Si on prend toutes les consultations, plus de 31% c'est pour problèmes respiratoires. Qui est le problème respiratoire, ça fait faire un cancer, il n'y a pas que les infections, tout problème respiratoire. Et que les infections respiratoires que nous ils constituent environ 70% de l'ensemble de ces infections qu'on avait. 30%, c'est tout ce qui est pulmonaire, et dans les 30%, 70%, c'est les infections respiratoires. C'est tout ce qu'on peut retenir. C'est-à-dire l'étude des épidémios algériennes. C'est les études les plus récentes, on va les voir le tabagisme. Il y a bien sûr des facteurs favorisant les sans les citer, vous les connaissez très bien. C'est tout ce qui entraîne l'immunodépression. Les nutritions, le tabac, les antécédents d'infection, le diabète, l'âge, c'est des éléments qui vont aggraver, il faut les rechercher, il y a des facteurs une pneumopathie. Maintenant, il y a des facteurs de gravité, c'est-à-dire qu'il donc le sujet, il a tendance à faire une forme grave, donc il faut une surveillance plus importante. On a des malades qui ont des insuffisances en général, toutes les insuffisances, rénales, cardiaques, hépatiques, toutes les insuffisances. Hein. Vous avez à part les cardiaques, les AVC, vous avez les immunodépressions acquises, par exemple les corticoïdes, les immunosuppresseurs, la chimiothérapie, les malades splénectomisés, les malades obligatoirement le traitement antipneumotoxique. Parce qu'ils doivent bzaf les splénectomisés et pneumonies, à streptocoque pneumonie. D'accord. Donc là, c'est les éléments qu'on voulait trouver. Il faut faire très attention. Il faut, suivre les malades sterkum de près. Parce qu'ils peuvent passer une infection banale à une infection grave qui va nécessiter une intubation. Donc il faut faire très attention. Pour la physiopathe, donc vous avez surtout dans la contamination, peut-être les par voie aérienne, toute bactérie, elle tombe de l'infection, elle doit adhérer. Et pour le Covid, on en parle tout le monde elle est spike, la CE. Ça doit se fixer, c'est la même chose. Un germe, comme par exemple, mais fixé sur la cellule, mais il trouve à l'intérieur, il se multiplie à sa surface. Avec le fait là-dessus, le fait en d'autres facteurs, c'est très détaillé, c'est la physiopathe, mais il faut retenir un germe, quel qu'il soit, viral ou bactérien, il doit se fixer. Il y a des éléments d'adhésion. Comment il fiche, il
qui va émouvoir parce qu'il va être balayé par les moyens de défense. Avec les journaux mécaniques ou là, chimiques. D'accord? Donc il va être balayé. Donc l'épuration mucociliaire, etc. Peut-être donc, vous avez aussi certains germes donc, qui vont nous donner. D'ailleurs, la symptomatologie, pardon. La symptomatologie qu'on trouve, les pathologies, généralement, elle est due à l'inflammation. Au cours de l'inflammation, il va y avoir une destruction cellulaire. La destruction cellulaire, la nécrose ou la pu. Et c'est ça qui va donner les symptômes. Et c'est ça qui va nous donner l'image radiologique. Et c'est pour ça que nous avons une petite image radiologique. Un sujet immunodéprimé, elle est grave. Même si la pneumopathie n'est pas étendue. Elle est parce que le malade, il est immunodéprimé, mais il touche les cellules immunocompétentes. Ça fait la nécrose et le pu ne vont pas se produire. Et automatiquement, il va faire moins de symptômes, il va faire moins d'images radiologiques au cours de l'immunodépression. Et là, automatiquement, que je vois, bon, c'est une infection qui n'est pas très importante. Après un petit antibiotique, là, juste du Doliprane, il revient demain ou là, après-demain, directement les soins intensifs. Un sujet immunodéprimé, il faut faire très attention. L'image radiologique, les éléments cliniques n'apparaissent qu'après la levée de l'immunodépression. Alors, parce que l'immunodépression, mais qu'est-ce que les cellules? Vous savez, qu'est-ce que les cellules qui donnent les symptômes? On dit la nécrose, on dit l'inflammation, c'est ces cellules. Quand on a un douche, le cortex il prend neutre, mais il billage. La bactérie, elle est là. Elle est en train de détruire, sans faire de dégâts, l'ibanu nabak. Mais à l'intérieur, il peut passer directement le septicémie. Il faut faire très attention donc avec les sujets immunodéprimés. Que j'ai qu'un malade sous chimiothérapie. Il y a 4 ou 5 jours, il y a une chimiothérapie, il y a la radio, il y a une image qui est un petit infiltrable. Il faut faire très attention. Il faut hospitaliser. Généralement, un immunodéprimé, il faut aller directement chercher le germe par un lavage bronchiolo-alvéolaire. Ou là, faire en moins une PCR, la cancer virale, etc. Les troubles de la déglutition, donc, attendez, je suis fouillée. Voilà, donc les pneumopathies, c'est tout à fait normal. Quand il y a une pneumopathie, il y a un problème de diffusion alvéolo-capillaire. Donc il va y avoir une hypoxie, ce qu'on a fait le premier cours. Donc ça va donner donc des. C'est pour ça qu'il y a une raison Covid, la pneumonie Covid. C'est une pneumonie, elle est d'origine virale et les malades font de la désaturation parce que les alvéoles elles sont pleines. Automatiquement le liquide, l'oxygène, il va diffuser à travers la paroi alvéolo-capillaire et ça donne des hypoxies. Et on peut avoir aussi des hypercapnies, tout ça on en a fait. SDRA, donc Retoa, Zaïda, ils ne vont pas faire secours. La défense naturelle, donc il y a des défenses naturelles. Le premier élément de défense, c'est le nez. Vous avez les poils à la canine, c'est que j'ai la poussière, c'est le premier élément de défense. 2, vous avez les sécrétions. Tout ce qui est sécrétion, le nez, c'est le poumon. Donc ils permettent tout ce qui est poussière, tout ce qui est bactéries, ils sont les sécrétions. Ouais, les sécrétions, après, ils sont expectorés, sont rejetés à travers le tapis mucociliaire. Donc, le mucus et le surface, le mucus, c'est tout ce qui est donc, le nez, des alvéoles. Le surfactant, c'est les alvéoles. Tout ce qui est donc substance collante, elle va donc attirer tout ce qui est poussière, quelle qu'elle soit, qui va nous chimique ou la bactérienne. Et donc, ça, elle va être donc éliminée par le tapis mucociliaire. Vous avez immunologique, c'est le macrophage alvéolaire. Et pour la tuberculose, on a dû vous parler du macrophage alvéolaire. C'est la lésion initiale. Donc, fil alvéole, il y a des macrophages. Les macrophages qui trouvent un germe, une bactérie ou un virus ou là, il va le phagocyter. Ben là, il va peut-être avec le germe qui est très important, il va continuer à se multiplier à l'intérieur du macrophage, il va éviter les ganglions, ben on va tomber dans l'infection tuberculeuse. Mais il y a aussi que le macrophage, la bactérie, elle n'est pas très
très importante, elle n'est pas très virulente, le macrophage il va détruire, donc c'est un autre moyen. Donc après le mucus et les surfactants, on a le macrophage. Oui, il va détruire. Il se peut qu'il va être dépassé. On a les moyens. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des canines qui vont être efficaces à 100%. D'accord? Sinon, on n'aurait jamais eu de maladie. S'ils étaient efficaces à 100%. Il y a des malades, il y a un macrophage, par exemple. Un doigt une immunodépression, un doigt une maladie, un doigt un problème. Donc, il ne peut pas fabriquer. Là, il a un nombre limité. Donc, là, il y a des infections plus importantes. Vous avez bien sûr les polynucléaires de trophie, c'est le même mécanisme, c'est des PNM. Donc quand il y a une bactérie, il y a un passage dans les PNM de sang vers les alvéoles et ils vont phagocyter. C'est pour ça que le bêta des sujets immunodéprimés. Par exemple, les machines les polynucléaires, c'est pour ça qu'ils ont plus d'infections immunologiques, surtout les IgA, qui est une maladie congénitale des enfants qui mangent les IgA complètement. Les malades, je m'appelle des maladies difficiles, les IgA, c'est des bébés qui vont faire des infections à répétition. Et là, il faut faire une immunoélectrophorèse pour voir des SPRO, des IgA, des IgG, etc. Donc, la immunité, les cellules immunitaires, vous avez les cytokines, les lymphocytes, etc. Donc, tous ces des éléments qui vont agir pour contourner l'infection. Quand l'infection elle est très importante, c'est-à-dire l'inoculant il est très important, ou là, le virus il est très virulent, ou là, la bactérie elle est virulente, là, le système là, il peut être dépassé et on tombe dans la pneumonie. Vous avez le réflexe aussi, donc tout ce qui peut protéger la pneumopathie d'inhalation. Je vais donner un passage directement. Hein? Et le réflexe, donc il ne va pas y avoir de reflux, même l'estomac, dans la période d'alcool, mais il faut tricher dans l'arbre rongé. Donc c'est un moyen de défense. Quand ce moyen de défense il est altéré, comme on a dit sur l'RGO, ou la un problème neurologique, ou un problème par les cordes vocales, alors ils vont faire des pneumopathies d'inhalation. Donc si vous trouvez un malade avec des dysfonctions des cordes vocales, et j'ai qu'avec une image, ne pensez pas d'emblée cancer. Il faut penser pneumopathie d'inhalation. Et généralement, pour les pneumopathies d'inhalation, vous avez surtout les PGN. C'est les bacilles gram négatifs qui vont beaucoup plus dans le tube digestif. Et vous avez donc tous ces mécanismes peuvent donc altérer les moyens de défense et favoriser. C'est-à-dire s'ils sont altérés les moyens, on va avoir beaucoup d'infections respiratoires basses. Pour le type de description, qui m'a dit tout le cours, on ne va pas trop se parler maintenant. Vous avez les deux types, c'est la pneumonie typique et atypique, qui marque le cours. Vous avez la typique, c'est la PFLA, des symptômes d'AHA, donc fièvre, très important, puissance, douleur, expectoration, l'expectoration pulmonaire, rouillé, très bien, rouillé marron, comme ça. Alors parce que c'est un sang en fin, qui va vous faire des montésiges là. Vous avez du sang rosé, rouge, vous avez des montésiges qui vous attisent, et puis le sang noir à tuer. Donc le sang n'est pas très important, le temps quand c'est une petite quantité dans le temps, les taches rouges d'air, donc ça donne ce qu'on appelle des taches à vomi de Raynaud. Zédo en plus, là, très bien. Sur le plan radiologique, vous avez un syndrome de condensation. Donc le syndrome de condensation, c'est donc un remplissement des alvéoles par les sécrétions, parce qu'il y a une translation liquidienne. Vasculaire au niveau des alvéoles, provoquée bien sûr par la bactérie. Et vous avez des communications entre les alvéoles. Vous avez les pores et les pores on va bouger les lignes. Il y a des pores, un nom propre entre les alvéoles. Alors, la pneumonie, vous avez une image floue. Vous voyez ici, c'est sûr, une allure nette. Alors, très bien, donc il y a des ponts entre les alvéoles. Ça fait les alvéoles, ils communiquent avec la qui تعمل هذه تروح الأخرى، qui تعمل واحدة تروح الأخرى. بس حكيت فوق توصل là c'est sûr تحبس l'image.
Parce que maintenant, c'est-à-dire c'est pas accolé, les deux langues sont séparées. C'est pour ça qu'on a la limite d'aller au césura. Sinon, le cédron alvéolaire, normalement, c'est une condensation à limite floue. D'accord? Quand on passe au début, on a un cédron césura. C'est une pneumonie. Il faut lui donner le temps, d'aller au césura, la systématiser, et je me dis, qu'est-ce que la pneumonie? Il césure, et là, ça va vous donner l'aspect tracé de la césura. Quels les canaux de Lambert ou les forces expressives ou essentielles, ils font communiquer des alvéoles à la. Donc il y a un liquide d'origine infectieuse avec des PNN à l'intérieur qui vont communiquer le syndrome de condensation. Donc le butyl, c'est très important, il faut le retenir. Il y a toujours un terrain qui nous retrouve vite pour la pneumonie. On ne fait pas gratuitement une pneumonie. On fait une bronchite, une bronchopneumonie à la légère pour par exemple un jeune en bonne santé, il n'a pas à faire une pneumonie. Si vous trouvez un malade avec une pneumonie, il faut rechercher un terrain. Le tabac peut attirer des moyens de défense. Donc le tableau typique, là c'est le début brutal, etc. Vous avez des signes extracérébraux, des otites qui accompagnent par exemple la pneumonie. Parce que là, c'est généralement le germe qui est inhalé. Donc le fou, avec les jetages postérieurs, va développer le poumon. Mais on se limite à une pneumonie, sauf que les moyens d'immunité n'acceptent. Parce que les moyens les donnent à l'immunité, plus le surfactant, les cellules immunitaires, les macrophages, les PNN, les immunoglobulines, etc., les lymphocytes. Alors, normalement, ils sont là pour protéger. S'il y a une faille quelque part, il y a la pneumonie. Le tableau atypique, par contre, le début brutal, le début, il est très bien, il est progressif. Donc, il va s'installer sur plusieurs jours. Mais ce qui est la pneumonie, le type de la pneumonie, d'un seul coup. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ce matin, ça fait d'un seul coup, j'aborde. Il y a la description de la pneumonie. D'un seul coup, donc tout vient en un seul qui me voulait en un laps de temps très court. Par contre, pour les pneumonies atypiques, il y a le sujet qui va les virus. Il y a des courbatures, il y a des céphalées, il ne se sent pas bien, il y a des symptômes idéaux. Il y a le tableau atypique. Donc il s'installe de manière plus progressive. Le tableau atypique, il y a beaucoup de signes extrathoraciques. Donc vous avez beaucoup de symptomatologie. La déméalgie, il fait des signes extrathoraciques. Les courbatures, il fait des signes extrathoraciques. Tout ce qui est pas pulmonaire, c'est-à-dire la toux, l'expectoration, au moins les signes respiratoires. Tout ce qui est en dehors de ces signes, c'est extrathoracique. Donc il y a aussi la radio, la différence typique et atypique, la pneumopathie. Donc c'est une condensation alvéolaire, plus souvent systématisée. Alors vous n'avez pas alvéolaire ou systématisée au début. Donc il ne faut pas être comme vous le rapide vite, là c'est sûr, sinon vous n'avez pneumonie. Non. On peut avoir une image alvéolaire, chez en condensation, la limite elle est floue. Quitte la gamme un septa, c'est-à-dire césural ou la offre, un septa, il la bloque, donc laquelle j'ai une communication avec une autre alvéole, là, la lutte nette. Puis l'atypique, elle nous donne beaucoup plus un syndrome interstitiel. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus des images hylophréniques. Iléfuge ou la hylophrénie. Ça fait hylofuge, ça fait tordre. Le fuge. Ça, iléfuge. Ou l'imboulou, diaphragmatique. Le I vers le diaphragme. C'est-à-dire on va toujours le I chargé. Et ça fait ça, c'est la radio. C'est-à-dire ça fait beaucoup plus de pneumopathie atypique. Et dans les pneumopathies atypiques, on va voir des germes et des germes traditionnels. Là, un mot sur, donc on va commencer. On ne va pas faire la trachéite parce que la trachéite, généralement, on dit généralement, on dit soit laryngo-trachéite, donc c'est des gens qui font des laryngites, même à travers le larynx, il va y avoir une transmission vers la trachée. Puis la trachéite, vous avez un signe très important, c'est les douleurs rétrosternales. Surtout le malade quand il tousse.
يقول لك الحس هذه اللي هنا مزدحم derrière le sternum. L'autre واحدها هنا avec des symptômes respiratoires faux, c'est-à-dire la voix rauque, une petite toux sèche. Ça, c'est beaucoup plus laryngotrachée. La trachée مش وحدها. ولا تجينا مع la bronchite. Donc ندخلوها في l'arthrobronchite et on parle dans ce cas, ما نقولوش trachée وحدها, on parle de bronchite. فهمتوها؟ Donc généralement quelqu'un la trachée وحدها. C'est associé soit haute, soit associé avec une atteinte basse, parce qu'il y a déjà fait la limite. Bénéfice ou tête. Puis la bronchite aiguë, donc c'est la pathologie la plus fréquente. Puis les infections respiratoires. Elle est dans plus des 2 tiers des cas, elle est d'origine virale. Donc c'est pas tout patient qui tousse, ou la une petite fièvre, on va le mettre sous antibiotiques. Parce que les bronchites, la majorité des cas, elles sont d'origine virale. Donc c'est les plus fréquentes des infections respiratoires basses. Parce que tout sujet est des bronchites. Et surtout les sujets fumeurs, les sujets âgés, etc. Mais tout le monde peut faire des bronchites. Parce qu'il y a des virulences, elles se surinfectent, une inflammation dans les branches. Alors, les branches. Parce qu'il y a des moyens de défense. Donc la bronchite, il trouve le germe, qu'il soit viral ou bactérien, mais les moyens de défense, mais les bronchioles, mais les alvéoles. C'est pour ça qu'on a moins de pneumonie, on a moins de bronchiolite, on a plus de bronchite. Donc c'est la pathologie la plus fréquente. La bronchite fait à 2 phases. Il y a la phase sèche et la phase catarrhale. La phase sèche, donc c'est une toux sèche, mais sèche, c'est une douleur. Le malade il va ressentir une douleur très importante, surtout à la toux. يقول لك كاين ساعات نحس بيه بقطع الداخل. Les expressions vous allez les entendre beaucoup au cours de votre pratique. Ça va durer 3-4 jours. 3-4 jours, maximum 7 jours. Donc au début, c'est une douleur prosternale avec une toux sèche, une petite fatigue, surtout si c'est d'origine virale, et après une petite fièvre, 37, 38, etc. 3-4 jours, le malade يقول لك يطلع سنة ثانية. Donc là, même شوية كتابة معنا ولا واحد كبير ولا واحد ما يعرفش يقول لك سنة ثانية كانت شايفة مثلا كي تقريبا وليت بيان. علاش؟ parce qu'elle n'est pas douloureuse. Quand elle est sèche, elle est douloureuse. Quand elle devient positive, vous dites là, il n'y a plus de douleur parce que là, la phase inflammatoire a tendance à diminuer. On trouve la phase catarrhale, le malade il expectoire. C'est l'expectoration. Il pousse et il crache. Les crachats au début ils sont généralement blanchâtres. Parce que si c'est d'origine virale, donc la couleur elle va rester blanchâtre. Sauf un des fumeurs, on va trouver des crachats chouïens noirs. Parce que c'est l'anthracose. Qui تنحى عليك la bouche, تنحى معها l'anthracose, ça donne des crachats qu'elle يجيو يقول لك انا je crache gris. هادو سوا يخدم في بوزي ولا في بلاصه فيها بزاف الربعه. Parce que l'anthracose, c'est le tabac, c'est la poussière, c'est tout ce qui est. Donc, qui est une bronchite, il va un petit peu modifier la muqueuse de l'arbre bronchitaire qui est blanc. Quand il n'y a pas de surinfection, il va continuer à cracher blanc, peut-être la toux. Ça peut persister 14 jours. Là, il ne faut pas traiter, on va donner juste un traitement symptomatique. Maintenant, s'il y a une surinfection de la bronchite chronique, là, généralement, il y a un terrain. Soit que c'est des enfants, les éléments de l'immunité qui ne sont pas vraiment matures. Surtout quand ils ont 7 jours, etc. Ont beaucoup de bronchioles, les trucs de 2 ans, 6 mois, etc. Ils font beaucoup d'atteintes bronchiques. Parce que là, les moyens de maturation, c'est la maturité immunitaire, elle n'est pas mature. Ou là, des sujets, bien sûr, il y a des comorbidités, surtout la BPCE. Qui dit bronchite aiguë, on voit déjà une bronchite chronique qui va décompenser une infection. Une infection, c'est la transformation de la couleur des expectorations. Mais les cas translucides ou la blanchâtre, vous dites purulente ou la verdâtre, c'est-à-dire jaunâtre ou la verdâtre. Il y a aussi le temps. L'autre qui est léger. Il y a des gens qui vont expectorer pendant 4-5 jours, mais ils diminuent les expectorations d'ailleurs. Donc il est en voie de guérison. Quel des patients par contre, non,
يقول لك بدات علوه قليله ومن بعد زادت لا بيرولونس وزادت l'abondance. Là, il faut rechercher un terrain aussi. Généralement, c'est une surinfection bactérienne. On va voir en fait les surinfections des bronchites aiguës. On va accélérer un petit peu. Pour le traitement, donc, il n'y a pas de traitement spécifique, c'est symptomatique. Hein, des bronchites. Si c'est une toux sèche, on va donner un antitussif. Si c'est une toux productive, on va encore favoriser la production, donc on va donner un mucolytique ou là un mucorégulateur. Si c'est un malade qui présente un bronchospasme, qui est des malades qui ont des hyperactivités bronchiques, pour le hassassiyya des branches, sur les branches, donc ils vont faire l'imalasie, ils vont faire des bronchospasmes, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité bronchique. L'hyperactivité bronchique peut faire le lidonasme. D'accord. Et donc, dans ce cas, on va donner des bronchodilatateurs. Le ventoline, l'insabutamol, etc. Il y a des malades, c'est-à-dire l'obstruction des branches, elle est très importante. On peut avoir un bronchospasme. Et là, on peut donner même des corticoïdes. Bon, mais ce n'est pas à tous les malades. Hein. Si vous avez un malade qui tousse ou la toux période est très pénible, lui fait mal, appelez un antitussif. Appelez un mucolytique. Il commence à être dyspnéique avec un bêta-2 mimétique, c'est-à-dire du salbutamol, sirop, lavandolite. Quand vous auscultez 8 ou là, il faut donner un corticoïde. Pour les antibiotiques qui m'ont trouvé, soit c'est l'abondance Z, ou là la couleur au tomlet. Vous voulez plus de 7 jours en expectoration, on est en droit sur un terrain de donner un antibiotique. D'accord. C'est bien, 7 jours. Quand il tousse, c'est bien, mais oui, c'est bien. ما نحسبوش لا بيريود ساج سي لا تو هذه ما نقصتش قعد 7 جور وتمشي وتزيد لا كولور لا il faut donner un antibiotique. Donc l'antibiotique n'est pas recommandé en première intention. Donc les antibiotiques c'est en fonction du terrain. Il y a d'autres germes qui peuvent donner donc des bronchites. Toutes les bactéries peuvent être incriminées. Toutes les bactéries intracellulaires et extracellulaires, et là aussi il faut toujours incriminer le streptocoque pneumonia. Entre les bronchiteux chroniques, il faut penser surtout l'hémophilus influenzae. D'accord, BPCE ou la bronchiteux chronique. Vous avez la bronchiolite. La bronchiolite, généralement, c'est beaucoup plus les bébés. C'est les nourrissants, 2 ans. Ils font beaucoup de bronchiolite. Alors, ils font beaucoup de bronchiolite parce que les bébés, et automatiquement, l'infection a hein? Donc elle va dépasser les bronches sur les bronchioles. Et les bronchioles d'un bébé, elles sont très fines. Et automatiquement, rapidement, les malades, ils disent comme des dyspnées. Les bébés, ils gagnent deux sur le coup. Ils ont une petite grippe, rhinorrhée, une petite fièvre, 37, 38. Ils commencent à sibiler. Ou des fois, ils font même des détresses respiratoires. D'ailleurs, ce qui tourne des bébés du Covid, c'est les bronchiolites. Attention, si vous êtes au niveau des urgences ou surtout pédiatrique, si vous avez des bébés qui sibilent, il faut penser à la bronchiolite et il faut penser au Covid. Il y a eu des cas graves de bronchiolite, il y a eu beaucoup de décès. Ces derniers jours, surtout en Angleterre, je pense ils ont eu beaucoup de décès secondaires à des bronchiolites. Donc la bronchiolite, c'est l'inflammation des petites bronchioles. Vous avez la trachée, l'ovaire supérieur, moyenne, inférieure. On va les sous-segmentaires, sous-segmentaires. Vous avez la bronchiole terminale qui avec l'alvéole. D'accord. Tout ce qui est en haut d'une alvéole, c'est une bronchiole. Et elle est dans la limite de la pneumonie. C'est pour ça qu'elle est grave. Elle est dans la limite et elle se complique très souvent d'une pneumonie. Les bronchiolites. Si on ne les traite pas à temps, ils peuvent se compliquer de pneumonie. Donc là, généralement, elles sont bénignes, mais il faut faire attention. Il faut suivre les enfants adultes, il faut les ausculter. Surtout quand ils commencent à sibiler, il faut faire très attention. Il faut rajouter là aussi des bronchodilatateurs, des corticoïdes, voire des antibiotiques, parce que le risque d'infection, puisque c'est des petites branches, donc là, les sécrétions, ils vont piluler un petit peu. Et il y a le risque de surinfection. Si la fièvre, par exemple, tu as la fièvre au début, la reprise de la fièvre, il faut toujours penser à une infection. Une infection virale, c'est comme la fièvre.
les symptômes avec de la fièvre. La fièvre, elle commence à casser. 37, 37,5, 36 goulou, bon, c'est bon. Après, donc c'est la température. Il fera 2-3 jours, ça a une journée, ça a 48 heures. Hop, vous avez la deuxième ascension. Si vous avez la deuxième ascension, c'est une surinfection bactérienne. Vous rajoutez un antibiotique. Il ne faut pas le donner d'emblée à l'eau, il faut le donner puis le deuxième pic. Puis l'eau, il faut surveiller, il faut ausculter, surtout laquelle vous avez des sibilants. Il faut faire très attention, on peut même oxygéner le malade. Puis les bronchiolites, surtout un les sujets jeunes. Chez les sujets âgés, elle est rare. La bronchiolite, elle est rare. Généralement, tout ce qui est viral, c'est 10-14 jours max. Quand c'est bactérien, ça peut aller 10, moins ça. Si on commence l'antibiotique rapidement, si on ne commence pas, ça peut aller tel 14 jours, la même chose. Mais sinon, c'est plus court quand c'est bactérien avec des antibiotiques. Les pâtes, donc on va pas reprendre, c'est juste pour le sujet âgé. Pour les sujets âgés, il faut toujours faire un tableau spécial. D'ailleurs, il y a la gériatrie. Parce que toute la pathologie du sujet âgé, puis moi l'enfant pédiatrique. Normalement, on doit avoir la gériatrie. Parce que la pathologie est restrictive. Les sujets âgés, ils ont des symptômes qui ne sont pas normaux. Pas d'un sujet âgé, on a une pneumonie, mais peut-être une pneumonie. Il y a une confusion. Il y a d'avoir de quelque chose. Donc, et alors qu'il est en train de mourir une bactérie. Donc les sujets âgés, c'est des tableaux qui sont bien particuliers. Toute, c'est-à-dire confusion, toute dyspnée inexpliquée, une aggravation d'une pneumonie, d'une pathologie existante, un diabète qui devient déséquilibré, mais il faut toujours penser à une pneumopathie, à un sujet âgé. Toujours vous naissez le streptocoque de Will, donc juste le niveau, il y a des symptômes abdominaux. Quand la pneumopathie elle est basale, on a un contact avec le diaphragme, ça peut donner des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées. Donc il faut faire attention pour ça. Quand vous palpez l'abdomen, j'ai un malade, surtout un sujet âgé, avec une douleur abdominale, vous avez même des infarctus. Vous faites tout l'infarctus, le postéro-inférieur. Puisqu'il repense le tête de cœur avec le diaphragme, l'idée postéro-inférieure, la postéro-diaphragmatique, il peut vous donner une symptomatologie abdominale. J'ai le malade avec des douleurs abdominales, avec des vomissements. Ce qui attire un petit peu l'attention vers le poumon et le cœur, c'est la dyspnée en général. C'est une douleur abdominale dyspnéisante, donc ça fait beaucoup plus IDM. C'est l'urgence qu'il faut éliminer de l'eau là. Douleur abdominale avec fièvre, il faut penser pneumonie. Donc, c'est ça les éléments d'orientation. Sinon, en dehors de la dyspnée, en dehors de la fièvre, il faut rechercher tout ce qui est local. Mais un problème au niveau de l'abdomen. Donc, faire attention à des sujets âgés. L'hémophilus influencé, donc la même chose dans les signes extra-thoraciques, surtout on a des tableaux de méningite. Si vous avez un malade qui fait des troubles de confusion, il faut penser l'hémophilus influenzae. Et dans beaucoup de signes neurologiques et oraux. Je ne sais pas la peine de parler, la symptomatologie, l'essentiel des symptômes, c'est-à-dire d'une manière générale, des tableaux qui m'ont atypiques et atypiques. Maintenant, chaque germe, elle touche lui à Haja qui l'identifie. D'accord? Donc vous avez l'hémophilus, c'est surtout un temps quand il y a des atteintes au arrêt, des méningites, etc. Ça doit vous orienter. Chez les enfants, donc il est rare. Et la symptomatologie, donc elle ressemble en général à le tableau de pneumonie. Vous avez les klebsielles pneumoniennes, le tableau technique, généralement, c'est des gens qui ont surtout des problèmes dans les dents. Une hygiène dentaire qui est défectueuse. L'hygiène défectueuse, elle verra généralement soit un des grands fumeurs, soit un des alcooliques. هذو يديروا بزاف les pneumopathies à klebsielles. Il y a la particularité des klebsielles, donc c'est le même tableau, qui m'a la pneumonie, c'est la fièvre, c'est l'altération d'état général, etc., les symptômes des années, puis vous avez en plus l'expectoration. Elle est très abondante. Zouj, elle peut être rouge, gris ou là carrément sanglante.
Parce que c'est des germes, c'est des bacilles grammes négatifs qui sont très nécrosants. Ils nous donnent la nécrose. Automatiquement, quand ils donnent beaucoup de nécrose, donc ça peut donner des abcès. Donc c'est une pneumopathie qui va évoluer rapidement vers l'abcédation. Donc là, il faut penser que les yeux, surtout pour les ginois d'arragie, et quand vous faites l'examen buccal d'air, vous allez nous faire des caries, vous allez vraiment me le dire. Donc, nous les éléments qui doivent nous orienter pour les chrétiens. Donc, c'est le terrain et c'est l'aspect radiologique. Donc, c'est une pneumonie qui va évoluer rapidement vers l'abcédation. Et qui par exemple, la pneumonie en contact, je vous PFL, donc contact tissural. Mais dès qu'il y a la nécrose, donc il y a beaucoup de pus. Le pus, donc, il y a avec le lobe, ce qu'on appelle le lobe lourd. Le lobe lourd, comme un de pus d'âge. Qui est très fou glacé sur, il va y avoir un aspect bombé mon tête. Mais l'autre, l'aspect droit. Il faut penser que il faut penser d'une manière générale basique en négatif. Par exemple, un sujet qui est alcoolique, etc., avec un niveau d'hygiène qui est très défectueux au niveau buccal, je peux donc m'orienter vers l'éclipsière, et d'autant plus si je trouve une expectoration marron ou là rouge, ou là du sang. D'accord? Alors, donc, c'est des éléments qui vont nous orienter vers le traitement. Parce que le traitement d'Elna, ce n'est pas la même chose qui m'a fait le pneumocoque. Le pneumocoque nous doit peut-être l'augmenter, c'est l'Elna qu'il faut donner une céphalosporine de 3e génération. Il faut peut-être rajouter de l'agent. D'accord? Donc, c'est pour décider du traitement. Pour les autres germes, c'est-à-dire les bacilles grammes négatifs, surtout le pseudomonas, les entérobactères, etc., des malades intubés, qui font la réanimation. Alors généralement, c'est des pneumopathies, c'est-à-dire que les hôpitaux, le milieu hospitalier, un malade qui trouve des abouchrologies, par exemple, le PPCO, un DDB, un malade qui a une immunodépression locale, n'importe. Alors c'est des malades généralement qui font beaucoup de va-et-vient à les services. Et automatiquement, ils vous disent les germes à l'hôpital. Alors on les germes nosocomiaux, c'est-à-dire une infection qui est dans. C'est-à-dire il l'a pris au niveau de l'hôpital, ça fait mazage mais communautaire. Donc retenez que c'est les bacilles grammes négatifs, surtout le pseudomonas, c'est le plus important, les mégaouis. Staphylocoque, généralement, c'est porte d'entrée. Indolette rare, c'est typique. Ce qui est important chez les staphylocoques, il faut retrouver la porte d'entrée, un terrain d'immunodépression aussi, diabète ou la haja, ou là un enfant, mais elle m'a dit une minute bzef. Sur le plan radiologique, vous avez des abcès. Très bien. Donc c'est très bien. Vous avez des abcès. Elle est bilatérale parce que c'est par voie. Rarement le staphylocoque il gîne par voie directe. Le plus souvent il gîne par voie intra, c'est-à-dire sanguine. Donc c'est dans le cadre septicémique. Donc il y a une porte d'entrée. Il faut tuer le sang, il va se localiser. Automatiquement, le sang va bilatéral. Le staphylocoque qui se multiplie rapidement, il donne beaucoup d'air. L'air avec, il peut donner des bulles. Les bulles ils peuvent éclater, on peut avoir un pneumothorax. Vous avez du pu et du pneumothorax. Une autre caractéristique du staphylocoque, c'est l'image changeante. Puis le staphylocoque, تقدري ديري une radio الصباح تلقاي une opacité تعاوديها العشيه تلقايها opacité avec un niveau تعاوديها غدوه تلقايها hydropneumothorax. هذا le premier germe à suspecter c'est le staph. وعلاه هنا aussi on recherche les symptômes en faveur du staph parce que là il faut donner un antibiotique spécifique anti-staphylococcique. Sinon le malade يقدر يدير لنا بعد كي نمدلو انا d'autres antibiotiques il va développer des résistances. Là, c'est-à-dire on évite les antibiotiques à large spectre. On va aller directement de l'eau à l'antistaph, vancomycine, la pénième, etc. C'est-à-dire on va viser directement le staph. Donc on a des éléments qui vous orientent sur le staph. Pour les anaérobies, donc l'analyse antibiotique est à peu près, donc c'est la vanco, les aminosides, etc. Donc c'est des antibiotiques ciblés le staph. C'est des antibiotiques anti-staph. D'accord? Pour les germes anaérobies, les anaérobies, généralement, des gens qui ont
c'est-à-dire une sphère ORL défectueuse, ou là des sinusites, des rhinites chroniques, etc. Là, les BGN, ils vont s'infiltrer au niveau ORL, ou ils sont déglutés via le poumon. Alors, on donne les pneumopathies à germes anaérobie. Généralement, tout ce qui est germe anaérobie, il va donner une odeur fétide. Ils font de l'abcès, c'est-à-dire c'est des pneumopathies. Qui m'a le staph, il passe rapidement l'abcédation. Mais donne des abcès, il va y avoir une expectoration purulente. L'expectoration purulente, puisque c'est des anaérobies, elle a une odeur fétide. Quand le malade, d'ailleurs qui dit l'expectoration, qui trouve la chambre, vous sentez une odeur très fétide. Parfois, vous allez dire que le malade a un germe anaérobie. Abcès ou la biopneumothorax ou la pneumopathie anaérobie, c'est la radio qui va vous orienter un petit peu. Mais l'odeur, elle est typique. Elle est nauséabonde. Quand vous rentrez de la chambre, tu as le malade qui a une infection anaérobie, vous avez envie de vomir. Ça donne des nausées. D'accord, c'est une odeur quand même qui ne passe pas inaperçue. Qui tu la salle, tu as le malade, il faut toujours penser les anaérobies. Là aussi, c'est dans le but thérapeutique. Là, il faut donner des antibiotiques qui agissent sur les anaérobies, qui l'augmentin, il agit. Les céphalosporides 3e génération, claforan, etc. Ils agissent au niveau des aminosides en association avec l'augmentin thani. Ils ont une bonne action les germes anaérobiques. Vous avez aussi la localisation à droite qui est très importante. Parce que généralement, les anaérobies, ils ont une infection ORL. Et l'infection ORL, donc il y a des micro-inhalations. Les deux branches qui trouent le poumon. La gauche, la droite, direct. Automatiquement, un corps étranger qui y trouve. Mais il y a direct. Donc, où il le poumon droit. Le plus souvent, oui, il la base. Il y a direct. Donc, il y aura directement le lobe inférieur à droite. Si vous avez une pneumopathie excavée avec une odeur fétide, pneumopathie d'inhalation. Pneumopathie d'inhalation, plus souvent, c'est les anaérobies. D'accord? Je vais voir maintenant, comme ça, pour faire vite. Donc, pour les pneumopathies atypiques, donc, bien sûr, les débuts, etc. Les germes, donc vous avez la légionellose, normalement très très bien, on a parlé, blessé d'un germe négatif, etc. Il faut surtout les légionelloses, des terrains, surtout les sujets âgés, les immunodéprimés, les cancéreux, les fumeurs, il y a toujours un terrain, d'accord? Elle est directe, la contamination se fait directement. Elle est épidémique, mais pas interhumaine. Je veux dire épidémique, parce que vous avez posé, c'est-à-dire qu'il y a d'accord, on peut être contaminé parce que la légionellose elle fait le mal هذاك اللي نشربوا فيه بصح ما تقدرش باغ اكزومبل انا يمكن نروح نمدها لواحد اخر مي لهنا اللي ايبيديميك تقعد مع بعضنا في فرد بلاصه رحنا فرد حمام وكل راح نمرضوا بليجونيلوز هنا اللي ايبيديميك مي اللي با انترهيومان نروح انا عندي ما نقدرش نعدي بها واحد اخر هذه لا ليجونيلوز هذه كيفاش نموها ليجونيلوز كان على بالكم ما قالت لكمش جبايلي oui oui bien sûr légionellose c'est la légion صارت une épidémie في la légion américaine كي كانوا يديروا هذيك الحرب تاع لي نورديست ولي سوديست اكسترا صارت عندهم une épidémie علاه باسكو شربوا من بلاصه كانوا دي سولدا كانت une légion c'est la légion les soldats هذوك يشربوا كل مرضو il y a eu beaucoup de décès parce qu'il y avait pas هذاك الوقت ils savaient pas واش هي la maladie. Et c'est pour ça que c'est la légionellose. C'est par rapport à la légion. الفرقة تاع الجنود هذيك اسمها la légion. D'accord. Donc les légionelloses, vous avez des signes extra-thoraciques. Qui نقول extra-thoraciques, vous pouvez tout mettre. ماشي spécifique حاجة ليها. Donc vous avez des signes urinaires, des signes digestifs, des signes etc. etc. Elle peut entraîner حاجة بصح شوية spécifique ليها, c'est l'hyponatrémie, elle peut nous orienter. L'hyponatrémie, on peut la trouver dans d'autres pathologies. C'est qu'il y a un tableau de légionnelles, vous avez l'hyponatrémie, elle oriente un petit peu vers les légionnelles. Plus, qui m'a dit, l'interrogatoire,
la notion de la contamination directe. Pour les examens, pour poser le diagnostic, c'est le test antigénique. Ça se fait pas rapidement, mais si on peut le faire dans les urines, ça peut poser le diagnostic. Hein. Vous avez aussi la sérologie, certains diagnostics et rétrospectifs, donc il ne va pas nous aider, c'est juste pour voir lequel il y a d'autres sujets qui sont atteints, ça peut nous renseigner. Et bien sûr, le traitement de référence, c'est les macrolides. Donc c'est pour ça qu'on recherche les macrolides. La deuxième cause de les pneumopathies communautaires, c'est le mycoplasme pneumoniae. C'est un tableau atypique. C'est des petites épidémies, on en a parlé. Là aussi, il y a des signes extrathoraciques, donc les grippes, tout ce qui est viral. Tout ce qui est viral. Et vous pouvez avoir donc des anémies, des cytolyses hépatiques, etc. Et vous pouvez faire la sérologie, là aussi, pour le diagnostic rétrospectif. Les chlamydia, on en a parlé, les oiseaux, etc. Donc, elle est directe, c'est-à-dire entre l'oiseau et l'humain, et l'humain, il peut la transmettre. Mishkima, le légionellose. Voilà. Il faut bien rechercher la profession. Vous avez les rickettsi, la même chose, c'est dans le sens les bétails, etc. On en a parlé. Là aussi, ça peut donner des signes extrathoraciques. Le temps d'incubation, il est lent. Les virus, le temps d'incubation, parce qu'on les virus, le temps d'incubation d'un virus, il est court. 48, max, qui m'a dit le Covid, c'est 5-6 jours. Ils peuvent aller jusqu'à 3 semaines, etc. Donc le temps d'incubation, il est très lent. Ce qui attire les pneumopathies rickettsi, c'est la fièvre et les douleurs musculaires. C'est très important, les douleurs musculaires. Je suis les malades les coxillaires ou les rickettsioses, par les problèmes musculaires. Le traitement pour toutes les chlamydia, les rickettsi, etc. et les mycoplasmes, c'est toujours les macrolides. Déjà. L'hémophilus, il faut retenir surtout une surinfection dans les BPC ou dans les bronchites chroniques. Le traitement, vous avez l'amoxicilline ou l'augmentin. Pour la coqueluche, il faut penser surtout à les enfants qui ne sont pas vaccinés. Quand vous avez une toux qui persiste au-delà de 1 mois, 2 mois, malgré traitement, malgré que vous avez exploré, il faut penser à la coqueluche. Surtout lequel le malade, il n'a pas, c'est-à-dire le cancer où il n'a pas été vacciné, ou la kbir où le vaccin a l'effet tao. Il y a des petites épidémies de coqueluche, puis dire des rappels. Tu as le vaccin anti-coqueluchoïde. On préconise, qu'il y a des épidémies dans la coqueluche, de refaire des rappels. Après 30 ans, on a des rappels. Les bronchopneumonies, donc là aussi c'est surtout viral. Donc vous avez de la bronchite plus de la pneumonie. Vous associez, vous avez les deux signes. C'est beaucoup plus viral dans les 2/3 des cas, mais on peut avoir donc une surinfection. On peut avoir viral, on peut surinfection, on peut avoir viral, on peut avoir directement bactérienne. Donc vous allez avoir les signes de la pneumonie plus de la bronchite, c'est-à-dire la toux, l'expectoration, la douleur, la fièvre et l'altération de l'état général. Et tous les germes peuvent être incriminés. Les pneumopathies d'inhalation, on a les bacilles gram négatifs, donc on a un problème ORL ou là une cavité buccale défectueuse. Et vous avez les surinfections des bronchites chroniques, c'est le dernier chapitre. Généralement, c'est le quel germe? Bronchite, l'hémophilus. L'hémophilus influenzae, c'est le germe le plus. Donc, ce qui peut vous orienter dans votre diagnostic, donc c'est la notion d'épidémie. Qui m'a dit par exemple, un maladie, etc. Covid, très bien, c'est la même chose. Donc, tu as une épidémie hors Covid, qui te dit par exemple le haja virale, donc c'est l'épidémie qui est orientée. Donc, c'est la notion épidémique, ou le haja, c'est ça qui va vous orienter. Les jeunes, c'est les bébés qui nous hors, qui nous ville, les mêmes vaccinés. Là, vous pensez les mal qui mal la coqueluche, donc peut-être que c'est une coqueluche. Donc ça,
le statut vaccinal peut vous orienter. Un malade, un bébé, la rougeole, ou le vaccin de la rougeole, logique avec une toux, avec une pneumonie. Tu dois penser à la rougeole, donc c'est le statut vaccinal. Il y a le terrain, il y a aussi les malades qui prennent beaucoup d'antibiotiques. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prescrire à tous les tours qui m'engolent des antibiotiques. Plus on prescrit des antibiotiques, plus les malades font d'infections, plus ils deviennent résistants. Donc on ne fait que aggraver qu'ils aient de l'antibiotique, on ne traite pas. Il faut traiter ciblé. L'antibiothérapie doit être ciblée. Un malade qui a été hospitalisé, 3-4 jours, il commence à tousser, il faut penser à... Très bien, pneumopathie nosocomiale. Il y a bien sûr la clinique, vous avez la clinique et vous avez la biologie. La biologie, puis la FNS, qu'est-ce que vous avez? VS accéléré, on peut avoir une VS accélérée. Polynucléaire neutrophile, très bien. La CRP, donc, ça fait la part entre virale et bactérienne. Virale, CRP normale généralement. Surinfection, c'est là la CRP. La gravité de la CRP. La CRP a 2 chiffres. C'est pas trop grave. C'est grave, mais c'est pas trop grave. C'est à 3 chiffres, c'est trop grave. C'est un malade qui a 100, fougue 100, c'est un malade qui est grave. Même quand on a une image radiologique. Qu'il y a une infection quelque part. Si elle n'est pas pulmonaire, elle est urinaire, il y a une infection. Donc CRP à 3 chiffres, c'est un élément de gravité. 2 chiffres, et normalement la normale c'est 6. 6, ça dépend, elle est là-bas peut-être 10 max ou là. Mais si vous trouvez par exemple 15 ou là, elle est positive. Mais l'infection n'est pas très importante. Vous êtes au début de l'infection. C'est laquelle qui était à 80, déjà, elle commence à être grave. Mais si elle est à 3 chiffres, là, c'est très grave, il faut hospitaliser, il faut agir rapidement. Le malade, il dit des complications. Vous avez donc, après la FNS, donc c'est surtout la FNS, la leucopénie et la monocytose, elles sont en faveur de tout ce qui est viral. Monocytose, la FNS, vous avez les globules blancs, c'est le pourcentage des PNN, les monocytes, les leucocytes, quand vous trouvez les lymphocytes. La lymphopénie est un élément de gravité, chez les viroses. La neutropénie est un élément de gravité et la monocytose aussi, c'est un élément de gravité et en même temps d'orientation vers une virose. Les PNN par contre, qui est là, c'est en faveur d'une infection bactérienne. Donc, chez la FNS, vous avez des orientations. Très bien. La radio, donc pneumonie, condensation, atypique, c'est beaucoup plus illéfuge ou là un syndrome interstitiel. Comme le syndrome interstitiel. Voilà, vous avez syndrome interstitiel, donc la milliard orange. La milliard qui m'a par exemple les viroses, il y a une milliard. Il y a un verre dépoli qui m'a donné le Covid, c'est une virose. Il y a une image illéfuge, elle est atypique. Parce que les atypiques, ils me donnent des tableaux qui m'ont des viroses. Donc, il y a le tableau des virales et les atypiques. Tout ce qui est bactérien et typique, c'est la PFL, c'est systématisé. Maintenant, le diagnostic de certitude, généralement, on ne documente pas une pneumopathie. C'est difficile. Surtout les pneumopathies communautaires, on les traite. Et on doit avoir une notion c'est-à-dire que si tu fais le malade, tu dois t'orienter. Vous voulez, ça fait beaucoup plus pneumocoque. Ou là, ça fait beaucoup plus mycoplasme. Ou la légionnelle. Et tu vas traiter en conséquence. Tu ne vas pas l'hospitaliser s'il n'y a pas d'élément de gravité. Maintenant, si le malade a des éléments de gravité et tu dois l'hospitaliser, laquelle la gravité, elle est, c'est-à-dire très importante, on doit rechercher le germe. Alors, parce qu'il faut viser l'antibiotique. Laquelle la pathologie, elle n'est pas très grave, là non, on peut être probabiliste. Même à l'intérieur de l'hôpital. Ça a le malade, on dit la radio, on dit l'interrogatoire, on dit bon, le malade, on sous augmentant. Parce que je suspecte beaucoup plus le pneumocoque. Un autre malade, on dit non, il a le syndrome interstitiel, l'installation progressive, le chauffage, etc. Donc je suspecte les signes extrathoraciques. La radio, un aspect atypique, on dit ça peut être une légionellose. Je vais mettre un macrolide. D'accord? Par exemple, un grand fumeur, en même temps, c'est-à-dire c'est un alcoolique, il a une cavité buccale
qui n'est pas avec une image qui est nécrosée un petit peu, le tableau clinique il est très altéré, etc. Je vais dire peut-être que c'est un anaérobie. Là je vais viser, ou là un staff, là il y a une porte d'entrée. Généralement on a le staff, c'est par porte d'entrée. Et là je vais viser, donc je vais donner beaucoup plus soit de l'augmentin, soit une céphalosporine de 3e génération. Donc vous voyez qu'il fait en traite. On ne va pas rechercher directement le germe. Parfois, quand c'est un sujet immunodéprimé au coup, il faut aller, parce que les symptômes et les signes radiologiques sont peu importants. Là, on doit rechercher les germes. On fait le CBC. Le CBC, généralement, il est contaminé, parce qu'on demande le malade de cracher. Quand il va cracher, il va ramener en même temps les sécrétions, le poumon, c'est-à-dire les pathologiques. بعد كي يفوتوا على سفير ORL راح يتخلطوا مع les expectorations, enfin مع les sécrétions ORL. Et dans ce cas, on peut avoir كي نجي ندير la culture نلقى البلوموكوك اللي هو كومونسال. وانا راح نقول بلوموكوك كونتريتي alors que هو c'est autre chose. Donc ils n'ont pas beaucoup de crédibilité. La crédibilité de CBC, c'est quand le pourcentage d'un germe يكون important mais يكونش في la sphère ORL. كيما par exemple les légionnaires ما كانش ما عندناش les légionnaires في la sphère ORL. Donc automatiquement quand جيني في le CBC légionnaire c'est pathologique. Le BK ما كانش BK حتى le BK c'est un germe, c'est une bactérie. Qui تجيني في l'expectoration c'est le CBC expectoration. نقولوا BK direct, d'accord, c'est de l'expectoration. Vous demandez le malade de tousser et de cracher, c'est la même chose, c'est ça le CBC. Et on trouve le BK. Mais quand je fais la flore comme ça, donc c'est une tuberculose. Un germe qui n'existe pas, je fais la flore comme ça, on le prend en considération. Comme par exemple, les germes bzef. C'est-à-dire que vous trouvez plusieurs germes dans le CBC. C'est comment ça? Parce que nous avons une immunité défectueuse, donc la flore, elle est très riche. Et on ne peut pas traiter. On traite quand le pourcentage d'un seul germe avec une symptomatologie. On ne traite pas un examen clinique, on traite un malade avec une symptomatologie et une radiopathologie. Par exemple, mycoplasme, 90%. D'accord? Et là, je prends en considération le mycoplasme. D'une manière générale, on ne fait pas les explorations. Le CBC n'a pas beaucoup d'indications, surtout chez les PAC. Le malade altéré, le malade vu l'hôpital, on n'arrive pas à traiter ajuster un traitement avec une antibiothérapie. D'accord? Sinon, si c'est vraiment nécessaire, il faut faire un LPA. Il faut aller directement, oui, il faut aller directement dans l'arbre bronchique, faire un prélèvement protégé, parce que le germe directement le poumon. Et là, il a de la valeur pour le traitement. Sinon, c'est pas la peine. On a des sujets immunodéprimés et quand on a des problèmes pour traiter. Voilà. Sinon, on a les antigènes urinaires, on peut les faire sur tous les germes, mais c'est très cher. On n'en a pas. Etc. Quand les PCR aussi, on peut les faire pour les germes. Ça coûte aussi très très cher. C'est pour ça que le traitement il est probabiliste. Parce que ça coûte très très cher, d'accord. Quand les PCR, quand plusieurs en Algérie, on commence à avoir la PCR à Batman les gels Covid avec fille CAP ou la fille MSAD. On n'avait pas de PCR. Il y avait un seul institut, c'est l'Institut Pasteur à Alger. Quand on pensait à une virose ou là une bactérie spéciale, Alger. Ils nous font la PCR ou là ils nous font l'étude virologique. Sinon, il ne faut pas trop essayer de documenter, sauf qu'il y a un sujet immunodéprimé. Il faut éliminer tous les diagnostics différentiels, je pense l'embolie, l'OAP, parce que là, ils donnent l'infarctus pulmonaire. Ils donnent une image triangulaire. L'aspect triangulaire, à sommet hilaire et à base périphérique. Très bien. Avec une symptomatologie de désaturation généralement. Le gars avec une douleur, sans fièvre. On peut avoir une embolie avec fièvre. Mais la fièvre, elle n'évolue pas comme la fièvre de la pneumopathie. C'est une fièvre inflammatoire.
Par contre, la pneumopathie bactérienne, c'est une fièvre qui va persister tant qu'on n'a pas adopté ou adapté l'antibiotique. Donc, si vous avez le doute, bien sûr, vous allez faire un angioscan. Sinon, vous traitez la fièvre baina, très élevée, etc., dans un tableau infectieux, CRP, etc., on traite comme une pneumopathie. Essentiel, il faut penser à l'embolie pulmonaire. L'OAP, là on pense à l'OAP parce que ça donne un syndrome alvéolaire. L'OAP, vous avez un syndrome alvéolaire bilatéral en aile de papillon, ce n'est pas systématisé. Et pourtant, on le trouve comme diagnostic différentiel pour les pneumopathies. D'accord? Parce que malgré juste une césure. S'il atteint une césure, il est systématisé. Il peut donner un diagnostic différentiel. Vous avez les atélectasies. Les atélectasies, généralement, c'est pour les débutants. Par exemple, ils font un diagnostic différentiel. Parce que quitter une atélectasie, ça nous donne un aspect systématisé. Donc, ça donne une image triangulaire d'allure céssurale. L'inverse, puis la pneumopathie, vous avez le bronchogramme aérien. Et dans la télectasie, vous n'avez rien du tout. Parce que c'est un poumon qui est collabé. Même les alvéoles ou les bronchioles, derrière le jupons. Voilà, donc il y a la différence. Dans la télectasie, si elle est importante, vous avez des signes d'attraction. Je vais de la trachée, je vais de le diaphragme, je vais de la côte. Parce que la pneumopathie, vous avez l'ex, le poumon, il grossit un petit peu. Parce que tu as du liquide. C'est l'inverse de la télectasie. Donc, si on fait une bonne sémiologie radiologique, on peut faire la part des choses entre atélectasie et pneumonie. Les pneumonies non infectieuses, donc ça peut être n'importe quoi, mais le cancer, etc. Vous avez la tuberculose. Quand vous avez une pneumonie fébrile qui persiste, demandez les dégâts. Tout simplement, parce qu'on est dans une région endémique. Les signes de gravité, je ne vais pas trop insister, parce qu'on a fait tout un cours sur tous les éléments de gravité. Pour le traitement, donc bien sûr, les éléments qui favorisent. Le tabac, la kiné pour les gens qui ont des DDB, qui font beaucoup d'infections, on a des bronchites, donc pour éliminer les sécrétions. Adapter l'antibiotique si c'est infectieux. Et bien sûr, en cas d'hypoxie, qui m'a par exemple fait la pneumocystose. La pneumocystose, c'est typique. La pneumocystose, c'est HIV plus une infection à pneumocyste. Ça donne sur le plan radiologique un verre dépoli bilatéral. L'élément le plus important, c'est l'hypoxie. C'est des malades qui désaturent. D'ailleurs, ça pose diagnostic différentiel mal Covid. Parce que le physiologie désaturé ou il est aigu. Et donc, il faut penser HIV, pneumocystose. D'accord? Quand vous avez un malade qui a HIV, il faut toujours penser la pneumocystose. Ou l'inverse. Si vous avez un verre dépoli avec une hypoxie, pensez à l'HIV. Vous faites l'inverse. La corticothérapie, donc, elle n'est indiquée que s'il y a un problème de désaturation. Ou là, le malade, c'est-à-dire, vous prenez la saturation, là, vous êtes en droit d'ajouter, ou là, quand on a des sibilants importants. Donc, il y a une hyperréactivité bronchique, donc on peut associer des antibiotiques. Les antibiotiques, les infections, elles doivent être de courte durée. 3, 4, 5 jours maximum. Et sous couverture d'antibiotiques. Parce que si vous donnez les corticoïdes une infection, vous allez flamber. D'accord? Donc les corticoïdes n'ont pas beaucoup d'indications, sauf s'il y a désaturation, où là le malade, il obstrue. C'est-à-dire il sibile, il n'arrive pas à respirer, même si vous trouvez la saturation théo, elle est plus ou moins normale. Et en général, on commence avec un bronchodilatateur, type ventoline, salbutamol. Si le malade ne répond pas, là, on rajoute un antibiotique. Ou surtout, les bronchiolites, ça diminue la mortalité. Les corticoïdes, même le Covid, il y a une diminution de la mortalité chez les malades qui présentent donc une désaturation. Quand on donne les corticoïdes, on diminue la mortalité. C'est pour ça d'ailleurs la dexaméthasone. Bien sûr, le traitement préventif, c'est la vaccination. Pour les bébés, c'est le programme élargi de vaccination, on fait couliche, anti-coqueluche, anti-rougeole, etc. Et pour les vaccins, les infections, c'est les vaccins antigrippales, et les gens qui font beaucoup de pneumonie, c'est l'antipneumococcique chaque 5 ans. C'est le traitement. Voilà, donc on fait une pause. Qu'est-ce que c'est le cours fini? Hein? On est obligé. 5 minutes, on a le cours fini.
Ou là, vous entamez directement.